8h17 sur Sud Radio et c'est l'heure du petit déjeuner politique et on accueille Denis Père, entrepreneur, fondateur de Nous Citoyens et candidat à l'investiture LR pour la présidentielle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Denis Père, soyez bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, pour commencer, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, des agents de la sûreté ferroviaire qui ont tiré à Paris sur un homme, gare Saint-Lazare, qui les menaçait avec un couteau en criant Allah Akbar. Il soit inconnu des services de renseignement. Quelle réaction justement à ce qu'on vient d'apprendre à ce sujet? La lutte contre l'islam radical doit être une priorité des pouvoirs publics. Or aujourd'hui, elle n'est clairement pas au niveau. Il y a 100 mosquées salafistes qui ont été identifiées par le ministère de l'Intérieur. On n'en a fermé qu'une dizaine. On est le pays qui a les ressources les plus élevées au monde aujourd'hui, qui prélève l'impôt, les taxes, les charges les plus élevées au monde et qui n'est pas capable d'assurer les missions régaliennes les plus élémentaires avec le professionnalisme et l'efficacité nécessaire. C'est le cas de la lutte contre l'islam radical. C'est le cas aussi de la justice qui ne fonctionne pas bien, qui est très inefficace, qui manque de moyens d'ailleurs. C'est le cas de la politique migratoire qui est hors de contrôle. Donc il y a ce paradoxe d'un État qui a des moyens considérables et qui aujourd'hui n'est pas capable d'assumer les fonctions régaliennes. On va bien sûr développer cette actualité tout au long de la journée, bien sûr sur Sud Radio. On va revenir avec vous, en l'occurrence par ailleurs, sur le jour J, finalement, pour ce dépôt des parrainages pour la présidentielle du côté des LR. Vous deviez réunir 250 parrainages d'élus. Est-ce que vous les avez ce matin? Alors, on va peut-être rappeler déjà le contexte, la façon dont les choses se sont passées, puis pourquoi je me suis engagé déjà. Moi, je me suis engagé face à l'effondrement d'un système de gouvernement, on vient d'en parler, qui dispose de moyens considérables et qui, avec un service qui n'est plus au niveau. C'est le cas aussi dans l'éducation, malgré des fonctionnaires de qualité. On est dans les derniers des classements internationaux. Donc des moyens considérables, des résultats médiocres, avec des Français qui sont extrêmement pénalisés, un pouvoir d'achat qui est pénalisé. On est obligé de verser un chèque de 100 € à 38 millions de Français en urgence pour éviter une révolte sociale. C'est une situation invraisemblable. On a été un pays riche. En 75, quand j'étais jeune, on était le 5e pays du monde en création de richesse par habitant. On a dégringolé à la 26e place. Et donc moi, je me suis engagé pour essayer d'éviter de laisser à mes enfants, j'ai 4 enfants, aux enfants de France, un pays déclassé. Or, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les conséquences sont dramatiques. Outre le pouvoir d'achat, il faut se rappeler que quand on verse 2000 € de net à un employé, le coût pour l'entreprise est de 3500 €, 1500 € de charge. Vous habiteriez aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Espagne, vous auriez entre 500 et 1000 € de net de plus dans la poche tous les mois. Pouvoir d'achat écrasé, une industrie qui s'effondre, qui n'est plus compétitive. On est le pays le plus désindustrialisé d'Europe aujourd'hui. Une agriculture qui s'effondre aussi. On a perdu notre souveraineté alimentaire dans tous les domaines, sauf les vins et spiritueux, alors qu'on a les terres agricoles les plus importantes d'Europe. Donc les conséquences sont absolument dramatiques. Et on a bien sûr aussi la dette, le mur de la dette qui nous menace avec un scénario à l'Argentine qui pourrait arriver. Baisse des impôts, à vous entendre, plutôt l'impression d'entendre du macronisme plutôt que les Républicains? On devrait entendre les Républicains, et je vous rappelle qu'on a entendu les Républicains sur ce sujet-là en 2016-2017. François Fillon, à la primaire des Républicains, a réuni 66% des suffrages sur un programme de baisse de 50 milliards des prélèvements. Moi, je veux les baisser de 80 milliards, et de baisse du nombre de postes de fonctionnaires de 500 000. Donc les Républicains, il n'y a pas si longtemps, ont connu un succès considérable sur ce discours, qui effectivement, vous avez raison de le rappeler, n'est repris par aucun autre candidat aujourd'hui. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagé fin août, effectivement, en constatant qu'aucun candidat n'allait porter ce discours de réforme ambitieux de l'État qui avait très largement été plébiscité à l'époque. Et à la présidentielle, alors qu'il y avait les affaires, Fillon a quand même fait près de 20% des suffrages. On va y revenir alors sur cette question-là, notamment sur cette baisse des impôts que vous justement défendez, que vous proposez en tout cas. Déjà pour revenir sur les parrainages. Où vous en êtes? Alors, maintenant qu'on sait pourquoi vous vous êtes engagé. Oui, pour revenir sur les parrainages. Je me suis engagé effectivement le 30 août. J'ai annoncé ma candidature le 30 août. Ma candidature n'a pas été retenue par la direction des Républicains jusqu'au 13 octobre, et elle a même été officialisée à la presse que lors d'un petit déjeuner au siège à Vaugirard le 19 octobre. Donc pendant près de 7 semaines, je n'ai pas pu faire campagne. Quand on appelait des journalistes, et c'est normal, et ils me disaient « Mais non, monsieur Père, vous n'êtes pas candidat puisque les Républicains ne parlent pas de vous. » Donc pendant 7 semaines sur 9, je n'ai pas pu faire campagne. Alors ensuite, les Républicains ont finalement accepté ma candidature, et donc pendant 2 semaines, j'ai en théorie pu faire campagne. Et là, on a été face à un tir de barrage de la direction des Républicains qui a appelé la presse en disant
ans, mais il a strictement aucune chance d'avoir ses parrainages. Donc quand on appelait des journalistes en disant ça y est, maintenant je suis candidat, regardez, je suis au Congrès, on nous répondait non, vous avez strictement aucune chance d'avoir vos parrainages. Moi j'étais allé au Congrès, j'avais accepté d'y aller après le blocage de cette semaine sur la base d'un traitement strictement équitable. Et on a eu un tir de barrage sur ce thème-là qui a été repris par le Parisien. Sur le tir de barrage, quand vous dites on, c'est qui? C'est les autres candidats. Non mais alors, vous avez été visé par qui? Non, les autres candidats, c'est très variable. Les autres candidats, un certain nombre ont été très bienveillants. Philippe Juvin m'a donné son parrainage. L'autre candidat citoyen, Valérie Pécresse, est intervenue plusieurs fois en ma faveur. Mais c'est surtout la direction des Républicains qui pose problème et qui, dans cette affaire, a eu un comportement totalement antidémocratique. C'est un parti politique qui veut envoyer des gens à la présidence pour faire respecter la démocratie et qui ne la respecte pas en son sein. Donc c'est-à-dire que les LR ne respectent pas la démocratie. C'est ce que vous dites notamment à Christian Jacob. Ce que je viens de vous décrire devrait vous faire comprendre effectivement 7 semaines de blocage, 2 semaines de dénigrement. Comment est-ce que je peux avoir mes parrainages dans ces conditions? Donc non, je ne les ai pas. Donc je vais déposer un recours auprès de la direction des Républicains parce qu'effectivement, les principes démocratiques qui sont à l'article 4 du statut des Républicains n'ont pas été respectés effectivement dans lors de ce congrès. Vous le déposerez du coup aujourd'hui? Absolument, je le déposerai aujourd'hui. Absolument. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce recours, qui est justement une vraie réponse forte de la part de Christian Jacob sur cette question-là? Finalement, ce que j'attends, c'est qu'on tienne compte du fait que je n'ai pas pu faire campagne, que je n'ai pas pu. Et donc on accepte finalement votre candidature pour le Congrès. Mais bien entendu, qu'on l'accepte avec les parrainages que j'ai réunis, qui montrent déjà le soutien. Écoutez, on n'a pas le chiffre définitif, mais on sera loin des 250. On sera autour d'une trentaine de parrainages en 2 semaines, en seulement 2 semaines, avec face à moi une direction des Républicains qui disait aux journalistes mais il a 0 chance d'avoir ses parrainages. Donc les journalistes ne m'invitaient pas, c'est logique. Donc une situation qui est très compliquée, on a claqué la porte au nez de la société civile à un moment où on a 67% d'abstention. Il y a une crise sans précédent entre la société civile et la classe politique. Et justement, vous avez un profil où vous venez de cette société civile, absolument, entrepreneur. Justement, il y avait une place à prendre. Vous pensez que justement ça a joué aussi dans cette méfiance de la part du parti? Je pense qu'il y a une méfiance naturelle vis-à-vis de la société civile, mais je pense qu'elle a été d'autant plus forte qu'effectivement j'ai un profil de rupture, j'ai un discours de rupture, vous l'avez entendu. Moi je réclame une réforme très ambitieuse de l'État. Personne ne porte ce discours républicain, personne n'a le courage aujourd'hui de porter ce discours républicain. 600 000 fonctionnaires de 620 000 fonctionnaires. 620 000. 500 000 promettait François Fillon en 2017, c'est énorme. Mais Emmanuel Macron en a rajouté 120 000, il voulait en supprimer 120 000 et on a rajouté 120 000, donc j'ai pas trouvé le chiffre comme ça, mais on peut le retrouver comme ça aussi. Donc il faut en supprimer 620 000. Il faut dédramatiser. Entre les départs à la retraite et l'attrition naturelle des fonctionnaires sur 5 ans, il y a pratiquement 1,2 million de fonctionnaires qui quittent la fonction publique sur 5 ans. Donc en trouver à peu près la moitié, c'est pas très compliqué. Et on a des gaspillages qui sont considérables. Moi, je ne préconise pas de supprimer les premières lignes. Au contraire, je préconise de les augmenter. Il faut augmenter les salaires, par exemple, dans l'enseignement, avec des primes aux résultats. Il faut augmenter les salaires des premières lignes dans le système hospitalier qui se vide actuellement. Le système hospitalier français, il coûte 30% plus cher, système public, 30% plus cher que le système privé sans raison valable. Et malgré ça, les gens s'en vont, les gens sont pas contents. Les premières lignes, quel que soit le territoire d'ailleurs. Quel que soit le territoire, bien sûr. Le problème, c'est les structures administratives qui sont pléthoriques. Dans le système de santé, par exemple, nous, on a 35% des personnes qui voient jamais un patient. En Europe, la moyenne, c'est 24%. Cet écart, c'est déjà une vingtaine de milliards d'euros. C'est énormément d'argent. Et puis, il y a la fraude sociale qui est considérable. La Cour des comptes a dit récemment qu'on est 66 millions d'habitants et qu'on a 75 millions de cartes vitales en circulation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si on avait donné une carte vitale à tous les habitants de la Belgique. Carte vitale, c'est une carte bancaire. Et puis certaines, même, ont fait 5 opérations de l'appendicite. Je vous rappelle qu'on n'a qu'un appendice. Sont encore actifs pour des gens qui ont 120 ans. Donc on voit bien, il n'y a pas de respect de l'argent public. Il y a une culture du gaspillage de l'argent public. Et donc il faut s'attaquer à ces gaspillages d'urgence parce que la conséquence, c'est quoi? C'est que chaque centaine de milliers d'euros dépensés, c'est immédiatement un drame social à Valenciennes, à Hayange, à Clermont-Ferrand. C'est une famille d'ouvriers qui perd son emploi. Donc il faut s'attaquer d'urgence à ce problème. Les territoires se vident, on perd nos emplois industriels, on perd nos emplois agricoles et le pouvoir d'achat est assommé. Et donc le pays ne peut plus continuer à supporter ça. Notamment sur les impôts, Emmanuel Macron a fait déjà pas mal de choses. Vous pensez qu'il n'a pas été assez loin? Alors il a baissé des impôts. Il fallait effectivement baisser un certain nombre d'impôts. Nous-mêmes on l'avait préconisé avec nos citoyens, mais il l'a fait sans baisser la dépense. On reste le pays le plus fiscalisé au monde. On est toujours
toujours à 46 points de PIB, 6 points de PIB de plus que la moyenne de l'eurozone, 140 milliards d'euros pour faire la même chose que nos voisins, 2,5 fois le budget de l'éducation nationale pour faire la même chose que nos voisins. Donc c'est pas acceptable. Il n'a pas fait d'efforts sur la dépense, il a même augmenté effectivement le nombre de fonctionnaires, il a renouvelé tous les départs à la retraite, donc il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il a pris quelques bonnes mesures au début de son quinquennat, qui sont des choses qu'on avait recommandées, la barémisation des indemnités de licenciement par exemple, ou la relance de l'apprentissage, qui sont deux choses importantes, qui sont deux leviers qu'il a activés et qui ont permis de relancer l'emploi incontestablement. Et ça c'est bien, mais il n'a pas fait suffisamment, il s'est pas attaqué aux réformes structurelles malheureusement, et donc le pays a continué de s'enfoncer. À l'époque, le régalien n'était pas un sujet, à l'époque de la présidentielle de 2017. Aujourd'hui, c'est un sujet absolument majeur. Il faut reprendre le régalien en main, il faut des mesures beaucoup plus dures, une justice beaucoup plus exigeante, arrêter le rappel à la loi. Avec des fractures françaises qui se développent, sociales notamment, qui sont au niveau de la santé, l'éducation, vous l'avez dit, et qui sont aussi territoriales, avec des déserts, notamment des déserts médicaux. Comment on fait? D'un côté, on baisse l'impôt, et de l'autre, on assure des services publics, parfois qui manquent dans certains territoires. Oui, absolument. Et donc, tous ceux qui vous disent qu'ils veulent effectivement rajouter des moyens par-ci ou par-là, ou augmenter les salaires de telle ou telle catégorie de fonctionnaires, il faut qu'ils commencent par vous dire où ils trouvent l'argent. Aujourd'hui, on ne peut plus activer l'impôt. L'impôt n'est plus un levier. On est au taquet, aujourd'hui on est au maximum. Les économistes vous le diront tous, on n'a plus de réserve fiscale en France. On l'a vu d'ailleurs au moment des Gilets jaunes. Une petite augmentation des prélèvements sur l'essence, on a immédiatement une révolte populaire, une révolte fiscale. Donc on ne peut plus activer l'impôt, la dette non plus. La dette est à des niveaux stratosphériques. On est menacé aujourd'hui d'un scénario à l'Argentine. Donc il faut trouver de l'argent ailleurs. Il faut faire la chasse au gaspillage, en particulier dans les services administratifs, pour pouvoir réallouer de l'argent ailleurs où on en a besoin. Dans la justice, il faut construire des prisons sur le modèle scandinave, en évitant que ce soit une école du crime. Il faut donner plus de moyens également à la justice, avoir plus de greffiers, que ça aille plus vite. Il faut mieux rémunérer les enseignants, effectivement. Il faut inciter à redévelopper les territoires, etc. Autre sujet, sur la COP26, le discours, alors très court, 3 minutes, speed dating d'Emmanuel Macron hier, mais comme tous les autres chefs d'État, il vous a convaincu ou pas? Écoutez, sur la COP26, moi, le développement durable, la transition énergétique, c'est mon métier aujourd'hui. Je fais ça depuis 5 ans. Je suis en train de finaliser un premier site en Martinique de stockage d'énergie qui sera une première française et probablement une première mondiale. Et donc, je connais bien le sujet. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué. À la COP26, il me semble que le principal message aujourd'hui doit être un message optimiste. Aujourd'hui, on a tous les éléments d'une décarbonation totale. C'est une question d'exécution. C'est bien sûr une question de moyens aussi. Il faut s'assurer que les investissements industriels qui y sont associés soient en priorité chez nous, en Europe, et pas seulement en Chine. Aujourd'hui, ils sont beaucoup en Chine, du fait d'une concurrence fortement déloyale, où on donne une prime aux pollueurs et aux exploiteurs, et ça, je ne l'ai pas entendu de la part d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a un dernier sujet, c'est que la Chine, d'ailleurs, un certain nombre d'autres pays émergents, sont aujourd'hui les principaux émetteurs de CO2, et donc on doit absolument aussi discuter avec eux de la façon de faire en sorte qu'ils diminuent leurs émissions de CO2. Aujourd'hui, la Chine a des projets d'ouverture de centrales à charbon qui représentent 2 fois le parc nucléaire installé français. Donc c'est considérable. Donc il y a énormément d'émissions de CO2. D'ailleurs, à la COP21, il avait été pris des engagements par les pays développés pour aider les pays émergents à se décarboner. Et donc il faut absolument avancer là-dessus. Il faut qu'on arrête nous aussi de sacrifier tout un tas d'activités pour aller très très vite alors qu'on est un tout petit émetteur de CO2. Il faut bien sûr avancer, mais il faut arrêter de se précipiter. On se précipite sur tout un tas de domaines aujourd'hui, par exemple le véhicule électrique, où on fait un choix exclusif alors qu'on crée des dépendances à des pays producteurs de lithium. Il n'y a que 4 pays qui produisent 95% du lithium dans le monde. Donc on se met entre les mains de ces 4 pays. Il y a d'autres sources de mobilité pour le véhicule particulier. Il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on arrête de se précipiter et il faut par ailleurs, on fasse en sorte que les pays émergents décarbonent aussi massivement. Toutes les technologies pratiquement sont là aujourd'hui. Pour conclure, pour terminer et revenir sur ce dépôt des parrainages pour l'investiture LR, si votre cours ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez soutenir, quoi qu'il arrive, le candidat LR qui sera investi pour la présidentielle? Vous décidez autrement de partir seul pour cette élection? Alors moi je m'estime, compte tenu de cette campagne de presse qui a dénigré ma candidature pendant les 15 derniers jours, alors que je n'avais que 15 jours pour réunir mes parrainages, et alors qu'on s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, ce qu'il n'y ait plus de discrimination, contrairement aux 6 premières semaines, moi je m'estime totalement libre aujourd'hui, et donc je déciderai en fonction des circonstances, en fonction de qui sortira effectivement du Congrès des Républicains, avec quel programme surtout. Vous êtes le plus proche là au niveau programme Le plus proche, écoutez, ils sont quand même tous très très loin. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu leur programme. Celle qui va le plus dans ma direction, ça reste Valérie Pécresse, mais elle est
très 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 en dessous. Elle veut supprimer 150 000 postes. C'est très insuffisant pour faire tout ce qu'on a évoqué. Faire les investissements dont on a besoin dans la justice, dans l'éducation, baisser les prélèvements pour redevenir compétitif, pour attirer des entreprises industrielles à nouveau chez nous, pour que le pouvoir d'achat des Français augmente de nouveau. On n'est pas du tout au niveau. C'est la bonne trajectoire, mais on n'est pas du tout au niveau. Donc je reprendrai ma liberté et tous les cas de figure sont possibles, bien entendu. Tous les cas de figure sont possibles. Vous voyez en ministre de l'économie ? Écoutez, moi je me vois aider le cas échéant un candidat qui a un programme ambitieux et crédible et qui est en phase avec mes valeurs. Voilà. Et j'aimerais bien sûr m'en occuper moi-même parce que on a vu dans le passé qu'on avait des gens qui étaient élus. On parlait d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Intelligent, énergique, et qui a fait des choses, mais très insuffisantes, qui n'a pas fait cette réforme structurelle, qui a rajouté 120 000 postes de fonctionnaires alors qu'il avait prémis... Donc s'il est réélu, Emmanuel Macron, vous n'êtes pas son ministre de l'économie ? Écoutez, aujourd'hui, toutes les options sont possibles et j'espère convaincre les Républicains. J'espère convaincre les Républicains, la direction des Républicains, parce que le sujet, c'est la direction des Républicains et personne d'autre, qu'il faut ouvrir la porte à la société civile, arrêter de le claquer la porte au nez, arrêter de claquer la porte au nez aux 5 millions d'entrepreneurs qui sont capables d'apporter de l'énergie, de l'expertise pour redresser le pays. Et le message est passé. Merci beaucoup, Denis Père, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, entrepreneur, fondateur de Nous Citoyens et donc candidat à l'investiture LR pour la présidentielle avec ce recours que vous allez déposer donc aujourd'hui. Bonne journée à vous, bon courage.